Hello, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Moi, ça va. On va aujourd'hui parler un petit peu comme d'habitude de l'actualité tech. Et puis, on va parler, je l'ai annoncé tout à l'heure sur Twitter, on va parler un petit peu de packaging Debian tout à l'heure à la fin. Parce que je trouve que c'est un sujet qui est super intéressant. Alors packaging Debian, là, en particulier, j'ai envie de dire, mais ça s'applique, à n'importe quel type de packaging, par exemple les RPM, ce genre de choses et cetera. Mais là, comme là, on va dire le packaging de type Deb est quand même, un des plus répandus, j'ai envie de dire, puisqu'il y a beaucoup de distributions qui sont dérivées de Debian et d'Ubuntu. Et puis, comme moi, je travaille pas mal, avec ce type de distribution, je trouve, intéressant de pouvoir faire un petit focus là-dessus. Mais bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Bonjour monsieur Lannoy, bienvenue pour la première fois sur ce Twitch. Je te souhaite la bienvenue. Salut Sylvain, salut Nida, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc, on va commencer là tout de suite tranquillement, le temps que tout le monde arrive, parce que comme d'habitude, eh bien, il est tôt, hein, les gens travaillent encore. Salut Alex. Bah écoute, moi ça va, tranquillement. Je crois qu'il fait assez beau dehors. Ouais, il fait assez beau. Je pense que tout à l'heure on ira faire un petit tour. Et puis c'est une bonne journée pour faire un live Twitch, je pense. Et donc on va commencer bah, sans plus attendre. Salut Nvu. Sans plus attendre, on va parler news et comme d'habitude, on va commencer par la petite news, on va dire, habituelle, qu'on a, à peu près toutes les semaines, j'ai envie de dire et bah, alors attends, est-ce que ça marche? Voilà. C'est, la sortie, de la release candidate, 5 du noyau Linux, 6.3. Je vais faire un petit zoom là-dessus et à chaque fois c'est un peu trop petit. Voilà. Donc, le noyau Linux 6.3 RC5 qui est sorti, je ne sais plus quand, hier. Le 2, oui, c'était hier soir. Donc, rien de particulier à signaler. D'ailleurs, Linus Torvald le dit lui-même dans la release notes, c'est que globalement, c'est une release candidate tout à fait normale et plutôt ennuyeuse. Il le met ici, d'ailleurs. Very normal and boring. Donc, ce qui est, entre guillemets, relativement bon signe. C'est peut-être chiant pour lui parce que dans le sens là où il fait que de l'intégration de patchs qui arrivent sur du nouveau matériel ou sur des petites corrections qui arrivent, etc. Donc ça veut dire que pour l'instant, les gens ne se sont pas mis dans le mode en disant vite, il faut que je soumette vite mon patch, sinon je vais me prendre 8 semaines dans la vue. Ce qui risque d'arriver très probablement, comme d'habitude, pour la RC6 ou RC7 ou RC8 selon le nombre de release candidates. Il y a les gros patchs de dernière minute qui arrivent souvent, ce qui a tendance à énerver l'ami Linus. Donc, comme il le dit, c'est effectivement une release candidate plutôt ennuyeuse, rien de particulier par rapport à la semaine dernière. C'est essentiellement des petites corrections, des petites améliorations, enfin des petits patchs sans trop, je ne vais pas dire sans trop d'intérêt, parce que c'est toujours intéressant d'avoir ces patchs, mais sans révolution particulière. Donc là, je vous fais défiler un petit peu les différents patchs qui ont été intégrés. Bon, vous voyez, ça a rien de foufou. Là, quand on voit, ça, j'aime bien ce type de patch, remove an unnecessary null pointer check. Ah, j'espère que du coup, il n'y aura pas des référencements de pointeurs nuls, un de ces quatre, dans le pilote IE 802 154. Mais blague à part, donc voilà, c'est plutôt des fixes, des petites choses à améliorer, etc. Ce qui veut dire que on devrait avoir une Linux 6.3, comme je l'ai dit, en général, je pense, d'ici 2 ou 3 semaines. À mon avis, vers fin avril, on devrait avoir la Linux 6.3. Donc, et je le rappelle, c'est une version impair. La version LTS, c'est la 6.1 ou la 6.2. Putain, je me souviens même plus déjà. C'est la 6.1 qui est une LTS. La 6.3 ne sera pas une LTS. Donc, ça va être une version intermédiaire. Peut-être qu'elle sera intégrée dans différentes distributions qui viendront bientôt, mais pas sûr. Je pense qu'à mon avis, c'est plutôt la 6.4 qui a une forte probabilité d'être une LTS. Mais bon, à voir, parce que ça, c'est jamais certain de savoir quand les distributions de noyaux sont LTS ou pas. Voilà. Salut René. Voilà, voilà.
Donc ça, c'est bon, c'est la petite news habituelle. Je vous partagerai ça comme d'habitude, tous les liens et toutes les infos qu'il y aura dans ce Twitch aujourd'hui, donc sur le replay qui sera sur YouTube, que je mettrai en ligne cet après-midi. Et je voulais vous parler aussi d'un autre sujet que je vais vous afficher à l'écran. On va parler, une fois n'est pas coutume, de notre ami ChatGPT. Et déjà, avant de commencer sur ChatGPT, je voulais vous afficher ce mème sur l'intelligence artificielle que je trouve très drôle. Donc on voit que c'est comme d'habitude les trois dragons super vénères. Donc d'un côté, on a Microsoft qui supporte OpenAI en mode super vénère. De l'autre côté, Google avec Bard qui regarde ses petits congénères et qui essaye de revenir sur le devant de la scène. Et puis le troisième larron, c'est Amazon qui a l'air complètement débile, qui te dit ouais, tu as acheté un siège de toilette la semaine dernière, est-ce que tu veux en acheter un autre cette semaine? Donc ça, je trouve que c'est super drôle parce que ça n'a jamais été si vrai. À chaque fois qu'on va sur Amazon, dans les recommandations, il nous met souvent les recommandations de choses qui sont liées à ce qu'on a déjà acheté, mais parfois il nous met des recommandations qui sont exactement ce qu'on a acheté la semaine précédente, ou le même type d'objet ou de livre ou autre qu'on a acheté la semaine précédente, donc ça n'a strictement aucun intérêt. Et je trouve ce même assez drôle. Voilà, donc blague à part, je voulais vous parler donc d'un autre sujet. Je ne sais pas si vous avez vu passer il y a 2 jours, c'est l'Italie qui bloque ChatGPT chez eux. Pour des raisons, alors j'ai pas creusé encore vraiment le sujet, mais apparemment les autorités du pays accusent ChatGPT de ne pas respecter tout ce qui est lié à la protection des données, donc des données personnelles, etc. Donc je sais pas si vraiment ils attaquent sur le côté purement RGPD, mais en tout cas ils attaquent réellement sur le côté respect des données personnelles, et cetera, et cetera. Et donc ChatGPT a demandé donc la censure, enfin le blocage, enfin l'Italie a demandé la censure, le blocage de ChatGPT, donc en Italie. Ce qui fait qu'effectivement, j'ai cru voir passer des captures d'écran où certains Italiens veulent aller sur ChatGPT et ChatGPT leur répond: «Bah, c'est dommage, en gros, ChatGPT est bloqué dans votre pays». Je sais pas si ce genre de mesure de blocage est vraiment efficace parce que les gens qui veulent vraiment utiliser, ce type de produit, bah, quelque part, qu'est-ce qu'ils vont faire d'après vous? Eh ben, ils vont utiliser un VPN ou ils vont, utiliser, un rebond sur une machine qui n'est pas, située en Italie. Bref, donc honnêtement, je sais pas si ce genre de mesure de blocage, a vraiment un intérêt, d'autant plus que là, ça rejoint un petit peu aussi, le sujet qui est, vous savez, les signataires, la semaine dernière de la tribune, en disant: «Il faut faire une pause de 6 mois», tribune qui a été signée notamment par Elon Musk et tout ça. Heu, En gros, faudrait faire une pause de 6 mois sur, l'avancée de l'intelligence artificielle parce que, on ne sait pas où on va. En gros, on a un peu peur, que ça devienne Skynet, que sais-je encore, bref. Et donc, moi, sur cette tribune qui a été signée la semaine dernière, je suis assez partagé. J'ai surtout l'impression que ceux qui ont signé ça, ils demandent, un peu, une sorte de moratoire sur l'intelligence artificielle parce que ils savent qu'eux, ils sont en retard sur le sujet, qu'ils aimeraient bien rattraper leur retard et que 6 mois, ça leur donnerait un petit peu d'oxygène pour rattraper leur retard. Je pense notamment, à Elon Musk et tout ce qu'il a chez lui. Je parle pas, que de Twitter, mais je parle, par exemple, de Neuralink, et d'autres entreprises qui travaillent justement sur tous les sujets d'intelligence artificielle, sur lesquels, bah, quelque part, on peut dire qu'ils ont, accumulé du retard, vis-à-vis d'OpenAI. Donc bon, bref. Alors toi, Nida, tu dis dans le chat, le fait que ChatGPT collecte pour s'enrichir afin d'évoluer, c'est un souci pour le RGPD. Oui, c'est un souci pour le RGPD, mais je pense, pas que, parce qu'en fait, en vrai, ChatGPT collecte des datas pour s'enrichir, je veux dire, c'est pas lié forcément à OpenAI. La plupart des grosses boîtes et des GAFAM le font et pour autant, on leur chie pas une pendule en disant: «On va vous interdire, en France, en Italie ou en Europe», bon bref. Enfin, si on regarde bien, Google, Microsoft, Amazon et cetera, captent des datas de façon, totalement, illégale ou limite légale.
Et bon, on les bloque pas pour autant. Je pense que c'est un peu, bon, c'est un peu limite. Donc 3615 code, Aeris. Ouais, effectivement, Aeris, d'ailleurs, qui s'est fait, bloquer son compte, grand défenseur de tout ce qui est, tout ce qui tourne autour de la data, du RGPD, du respect, de la vie privée et cetera. Il s'est fait bloquer son compte, je crois la semaine dernière, il y a une semaine, et du coup, il a créé un deuxième compte sur Twitter. Allez le suivre d'ailleurs, c'est souvent, intéressant. C'est un mec qui est assez vénère, sur ces sujets-là. Il n'hésite pas, justement à aller, lever les plus hautes instances. Ouais, merci Nida, c'est ça, c'est la semaine dernière. Les plus hautes instances pour faire respecter tout ce qui est droit à la protection de la vie privée. Donc, bon, bref. Et, euh, et donc, tu dis ce qui est ironique, c'est que certains des signataires ont créé ou investi dans OpenAI. Oui, ouais, bien sûr, mais c'est assez ironique. Je pense que d'ailleurs, même je sais plus comment il s'appelle, même le CEO d'OpenAI a dit dans une interview il y a quelques jours en disant que, ouais, il est super content des avancées qu'ils ont faites, mais ils sont aussi inquiets de ce que ça donne. Et a priori, ChatGPT V5 devrait arriver au mois de décembre. Et ils sont en train de dire que ça arriverait justement à un niveau suffisamment évolué pour que ce soit indiscernable quelque part d'une discussion avec un être humain. C'est en termes de, pas de réflexion, mais en termes d'échange ou de traitement de la donnée, etc. Donc ils sont encore en train de faire des bons supplémentaires. Et je pense que d'ici la fin de l'année, on devrait avoir encore quelque chose d'encore plus performant que ce qu'on a aujourd'hui. Donc après, comme je vous ai déjà dit, c'est un super outil, ça marche plutôt bien, ça donne des réponses qui sont parfois bluffantes. Après, on n'est pas encore sur quelque chose qui est de type Skynet, mais voyons qu'on est quand même au début de l'usage de ce type d'outils. On est en 2023, c'est vraiment ça prend depuis quelques mois, depuis fin de l'année dernière à peu près, fin décembre, ça a commencé vraiment à s'agiter sur le sujet. Donc imaginez ce que ça peut donner ce type d'outil d'ici 2, 3, 4, 5 ans. Donc bon, ouais, ça mérite réflexion. Donc Alex, tu dis, mais Olivier, l'action de l'Italie plus l'action en justice, c'est un sacré avertissement. Oui, c'est un sacré avertissement. Par contre, la directrice du service des brevets américain s'est positionnée. Les créations issues d'une machine ne sont pas soumises à des droits d'auteur. Absolument, tu fais bien de le noter. Notamment, alors il parlait pas tant de ChatGPT sur les parties droits d'auteur, mais sur tout ce qui est génération, tout ce qui est génératif, génération d'images, génération de sons, de musique, etc. etc. Donc on pense notamment à Midjourney, qui est le deuxième outil qui est vachement utilisé et qui a fait d'énormes progrès là, ces dernières semaines, où il commence à pouvoir générer des photos, j'ai envie de dire, qui sont quasiment indiscernables de la réalité de plus en plus. Et pareil, d'ici quelques mois, Midjourney permettra de produire des images qui seront totalement indiscernables de la réalité, ce qui est quasiment le cas aujourd'hui. Et donc, effectivement, ce que disait la partie brevet aux États-Unis, parce que sachez qu'aux États-Unis, on est capable de breveter tout et n'importe quoi, et souvent n'importe quoi d'ailleurs, c'est que le droit d'auteur ne s'appliquerait pas justement sur tout ce qui est issu d'une IA dite générative. Voilà. Donc on commence et d'ailleurs, je vous parlerai d'un petit sujet tout à l'heure qui rejoindra ça juste après. Et donc, justement, tout ce qui est créatif réellement, donc rédaction d'articles, de textes, écriture de musique, génération d'images, que ce soit des images non photographiques ou des images de type qualité photo, entre guillemets, bah, effectivement, c'est non soumis au droit d'auteur. Donc après, on commence à rentrer dans, je pense, dans des trous de spécification au niveau de la loi qui va être un petit peu compliqué à gérer. Je pense qu'il va y avoir pas mal d'attaques, de boîtes qui vont attaquer les unes les autres en disant mais tu m'as volé mon idée, mais non, mais en fait cette idée, tu sais pas toi qui l'as eu, tu l'as fait générer par une IA. Enfin bref, ça va générer pas mal de problèmes à mon avis. Dans la mi-journée, c'est très impressionnant. Bon, il y a trop de doigts. Tu as raison, Nida, il y avait trop de doigts, mais honnêtement, sur les dernières photos qui sont générées, et je dis photos parce que je ne sais pas comment dire autrement, hein. Dernières photos qui sont générées par Midjourney, notamment quand on voit le pape en doudoune et tout ça, tout ça. Si vous regardez bien, tous les personnages de premier plan ou même de second plan commencent à ne plus avoir justement ces problèmes au niveau des doigts et ils commencent à résoudre justement ces problématiques, ce qui rend de plus en plus les choses indiscernables. Il reste encore des problématiques de génération, notamment pour tous les petits personnages qui peuvent être en arrière-plan. Souvent, quand on regarde les visages, ça fait des visages un peu fantomatiques, pas très bien dessinés, etc. Mais il faut vraiment avoir l'œil dessus. Salut Laurent.
avoir l'œil dessus et regarder un petit peu zoomer. Mais c'est vrai que quand on regarde une photo passer comme ça, avec, entre guillemets, un Emmanuel Macron, qui ramasse les poubelles dans Paris, la photo, c'est juste bluffant. Franchement, on peut imaginer, tout ce qui est, manipulation, des foules, notamment sur les réseaux sociaux, ça va devenir compliqué. Ouais. Voilà, voilà. Donc, l'IA va poser un problème de plagiat vu qu'on l'alimente avec par ce qui existe déjà. Ouais, c'est déjà le cas et notamment, si je crois que Midjourney a bloqué certains, comment je dirais, certains types de plagiat, notamment, comment il s'appelle? Attendez, ça va me revenir. Le photographe super connu qui avait fait la photo de la jeune afghane il y a une trentaine d'années. Et donc, en fait, il y a plein de personnes qui disaient vas-y, génère-moi une photo dans le style de Steve Curry. Voilà, dans le style de Steve Curry, etc., etc. Et donc là, c'est du plagiat pur. Et apparemment, Midjourney aurait bloqué ce type de terme, justement, pour éviter le plagiat. Parce que là, pour le coup, on génère une nouvelle photo avec une IA générative, mais qui est quand même nettement inspirée de quelque chose sur lequel le droit d'auteur s'applique. Donc c'est du plagiat. Voilà, très clairement. Donc, mais après, le problème, c'est que l'IA va certainement, les IA vont certainement s'alimenter par des contenus produits par d'autres IA. Et là, à voir, est-ce que c'est quelque chose qui va dégénérer ou pas? C'est un vrai sujet. Voilà. Et donc, en parlant de photos, je vais vous partager ça à l'écran aussi. Hop, ça arrive, le temps que ça charge. Je voulais juste rebondir sur le tweet et l'article qui a été écrit par Thomas Hamoudi, donc qui est sorti là, je sais plus, hier ou avant-hier. Donc Thomas Hamoudi, qui est un photographe, il a une chaîne YouTube, etc. Je le suis sur Twitter. Il fait souvent des articles qui sont assez intéressants. Et son tweet dit en substance: l'intelligence artificielle va-t-elle tuer la photographie? Donc on va faire le tour du sujet, voir comment elle fonctionne, quels peuvent être les usages et surtout quelles branches de la photographie vont disparaître à cause d'elle. Donc il écrit tout un article assez, comme d'habitude, assez complet sur le sujet. Donc allez lire le blog de Thomas, il est plutôt bien fait, je trouve. Et il aborde dans cet article, effectivement, tous les pans liés à la... Hop, ça, j'en ai marre des pop-up, ça par contre c'est le truc chiant. Tous les pans liés à la génération de photos par OpenAI, pas par OpenAI, par les IA génératives, pardon. Et donc, quelle branche de la photographie pourrait disparaître à cause de ça? Et ben, on pense notamment à tout ce qui est banque d'images. Par exemple, prenez des banques d'images comme unsplash.com, que vous connaissez très, très certainement, dans lesquelles on va trouver des images d'illustration, etc. En fait, toutes ces banques d'images risquent de disparaître à terme, ou en tout cas de ne plus être alimentées par des humains qui font des vraies photos, puisqu'il suffit d'aller dans Midjourney ou un outil équivalent, de prompter ce qu'il faut et de générer une image de qualité photo et de la mettre dans ce type de banque d'images. Donc voilà. Donc, je pense qu'il y a ce type de métier, il en parle d'ailleurs dans son article, qui risque de disparaître. Mais il y a aussi d'autres choses qui vont disparaître. Tout ce qui est génération d'images d'illustration, comment je dirais, d'une certaine manière aussi potentiellement, je pense, les photoreportages qui peuvent disparaître parce que quelque part là, ils montrent notamment soi-disant le résultat d'un tremblement de terre qui aurait eu lieu, je ne sais plus trop où, à une date donnée. Et en fait, c'est quelque chose qui a été totalement créé, mais qui sert à illustrer potentiellement un article de presse. Après, qui va lire, on va dire, un petit peu les petites lignes sous la photo en disant que ceci est une image d'illustration? C'est pas toujours le cas. Donc, bref, je vous partagerai son article qui est assez intéressant. Bon, ça va assez vite à lire, hein, je pense qu'en 5-10 minutes, vous l'aurez lu. Mais l'article est assez intéressant. Il pose de vraies questions, justement, sur le métier de photographe. Et parce que, comme vous le savez, moi j'aime beaucoup la photographie et c'est une passion. Et donc, est-ce que c'est quelque chose qui va rester quelque chose de vraiment de purement créatif pour juste des gens qui sont passionnés, par exemple comme moi, où ce n'est pas mon activité principale, enfin, c'est pas mon activité qui me fait vivre, ou quelque part, quelles sont les branches de la photographie qui vont devoir évoluer justement à cause de l'avènement de ce genre d'IA générative. Donc voilà, donc je vous partagerai ça, l'article est plutôt intéressant. Et il pose de bonnes questions et je pense que, par extension, on peut se poser des questions aussi sur d'autres métiers, notamment les métiers comme les nôtres, hein, les métiers autour, du dev, de l'infra et cetera. Je pense que ça va aussi mettre un gros coup de pied, dans la fourmilière et certains métiers ou certaines catégories de métiers ou de sous-métiers,
j'ai dit de sous-métiers, pas de sous-métiers, vont peut-être fortement muter, voire disparaître avec l'avènement de ce type d'outils. Voilà. Donc les images faites par IA ont un watermark par défaut. A priori, non, pour l'instant, non. Mais il est évidemment possible d'ajouter des watermarks. D'ailleurs, je crois que c'est Midjourney qui travaille et tout tout ce genre de boîte, ils travaillent justement pour essayer de marquer tout ce qui est généré par l'IA. Mais bon, c'est comme tous les watermarks. Une fois qu'on sait comment sont posés les watermarks, on peut savoir aussi comment les retirer. Donc c'est toujours assez difficile. On pourrait utiliser par exemple des techniques qui ont, je pense que ça doit maturer dans leur tête, de type stéganographie. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est la stéganographie, c'est super intéressant. C'est de pouvoir utiliser une photo, par exemple dans un JPEG, et d'aller modifier quelques informations de quelques pixels par-ci, par-là, à l'aide d'une clé, donc qui vont permettre de dégrader entre guillemets quelques pixels de la photo pour stocker de l'information, par exemple un message texte, un mot de passe ou n'importe quoi, ce que vous voulez, pour pouvoir faire passer en secret des informations dans une image. Et donc c'est des outils qui existent depuis super longtemps, hein. Je crois que la première fois que j'ai entendu parler de stéganographie, c'était il y a peut-être une vingtaine d'années. Et donc on peut utiliser des techniques de stéganographie pour aller placer par-ci par-là des informations qui permettraient de watermarker une image produite par une IA, ou pareil pour le son, hein, ça marche aussi pour le son. Donc il y a des algos, il y a des outils, d'ailleurs il faudra que je retrouve, il y a des outils libres et open source qui existent sur le sujet, qui permettent de faire de la stéganographie, donc de pouvoir stocker des messages secrets dans une photo, et si vous connaissez la clé, qui permettent à votre interlocuteur de récupérer ce message, alors que quelqu'un qui intercepterait cette photo se dirait, bon, bah, c'est juste une photo sans intérêt. Voilà. Donc voilà, on pourrait utiliser la stéganographie effectivement pour watermarker des médias qui seraient générés par intelligence artificielle. Voilà. Je dis intelligence artificielle au sens très large du terme, parce que après, je ne vais pas entrer dans le débat. Est-ce que c'est de l'IA? Est-ce que c'est juste une sous-branche de l'IA qui est le deep learning, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat. Autre sujet, on va revenir sur des choses un petit peu plus terre à terre. Il y a notre ami Twitter qui a publié son algorithme de recommandation le 31 mars, donc il y a 3 jours. C'était quelque chose qui avait été annoncé par Elon Musk il y a quelques jours, quelques semaines. Donc, que beaucoup de gens attendaient avec une impatience non dissimulée. Donc, sur le blog de Twitter Engineering, donc ils ont posté un article de blog sur le sujet, là, que je vous présente à l'écran, que je vous partagerai aussi dans le replay de mon live. Et donc, ils ont posté sur GitHub, effectivement, les sources vraiment les sources au sens large du terme, de l'algorithme de recommandation, avec différentes choses. Moi, je suis pas trop rentré dans le détail. Il y a plein de gens qui en ont parlé sur Twitter, qui ont essayé de décortiquer l'algorithme, etc., etc. C'est intéressant. Je trouve que c'est une avancée entre guillemets sur la transparence des recommandations qui sont faites, et sur comment certains contenus peuvent être boostés. Notamment, je crois que j'ai ça là. Si j'ouvre le fichier qui va bien, que je vous l'affiche à l'écran. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ma fenêtre? Elle est là. Zou. Voilà. Donc, notamment ça. Je vais peut-être afficher plus gros pour ceux qui sont sur mobile. JEI font égal. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on va mettre? Allez. J'espère que vous voyez ce qui est à l'écran. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui. Donc, par exemple, on voit tous les scores qui sont, en tout cas les pondérations qui sont faites pour pouvoir booster certains types de contenus qui sont produits, qui sont publiés sur Twitter. Notamment, par exemple, si on retweet un contenu, ben, il a un poids de 20 par rapport, au poids normal. Ensuite, par exemple, s'il y a beaucoup de gens qui commentent un tweet, bah, par exemple, c'est un poids qui est très léger, c'est un poids de 1 seulement. Donc on voit que c'est pas forcément, même si vous avez 1 million de personnes qui commentent votre thread, et donc qui ajoutent du buzz, et cetera, c'est pas forcément ça qui va mettre en avant votre tweet. C'est plutôt, par exemple, le nombre de retweets. Autre chose, par exemple, bah, c'est le nombre de likes. Le nombre de likes, par exemple, a un poids de 30 sur votre tweet. Alors, je parle bien de votre tweet et non pas un retweet de votre tweet, parce que si on regarde comment est fait l'algorithme,
quelqu'un qui va retweeter votre tweet et qui obtient plein de likes suite à votre tweet, ça va pas compter dans votre tweet d'origine. Donc ça va plutôt compter pour la personne qui a retweeté. C'est pour ça d'ailleurs que parfois il y a des personnes qui sont plus mises en avant avec un retweet d'un tweet intéressant que le tweet original lui-même. Donc ça c'est quand même assez intéressant de voir ça. Et puis on voit qu'effectivement il y a différents poids qui peuvent améliorer ou pas le ranking de votre publication. Donc il y a un score de réputation. Votre score de réputation, si on regarde un petit peu ailleurs dans le code source, on voit qu'il est, c'est comme je dirais, c'est une sorte de petite recette entre votre nombre de followers par le nombre de personnes qui sont suivies, etc., etc., par rapport au nombre de personnes qui ont levé des alertes auprès de Twitter par rapport à votre compte. Enfin bref, vous avez un score de réputation sociale qui permet aussi de peser en partie sur votre tweet. On voit par exemple que son poids par défaut il est de 0,2. Donc c'est pas forcément énorme. Alors est-ce que votre tweet il a du texte? Est-ce que par exemple c'est en langue anglaise? C'est assez intéressant de voir qu'il y a des choses qui peuvent vachement influer. Par exemple, ça peut être plus mis en avant, par exemple si c'est en langue anglaise ou pas. Donc enfin, il y a différentes choses qui sont intéressantes. Moi, je suis pas descendu vraiment dans le fond complet du sujet. Mais bon, je trouve ça intéressant de voir un peu comment ça marche. Alors de là à dire, je vais regarder comment fonctionne l'algorithme pour essayer d'optimiser mes tweets pour gagner du follower ou de la visibilité et ensuite devenir influenceur de ouf, etc. Ouais, moi, je rentrerai pas là-dedans, mais je sais qu'il y en a qui commencent à regarder ça pour essayer d'optimiser leurs tweets. Ouais, je ne sais pas si je en vaut vraiment la chandelle. Donc il y a l'algorithme de Twitter et je vous raffiche la même page, c'était pas ça que je voulais faire. Et il y a toute la partie qui touche un peu, parce que derrière j'utilise un peu de machine learning. Justement, l'algorithme en termes de machine learning, j'ai pas du tout regardé ce qu'il y a là-dedans, puisque là on rentre vraiment dans la partie plutôt apprentissage profond. Mais bon, apparemment, ils utilisent aussi des choses autour du machine learning qui permettent de booster ou pas certains tweets, etc. Bon, bah, ça peut être intéressant d'aller voir. Moi, j'ai juste regardé ça à titre informatif, mais c'est pas ça qui va changer, en tout cas, ma façon d'utiliser l'outil aujourd'hui, bien au contraire d'ailleurs. Voilà. Et donc, sachez, donc je vous partagerai tous ces liens. Sachez aussi qu'il y a un site qui est mis en place par Twitter, c'est open source. Donc, il y a engineering.twitter.dev et vous avez aussi opensource.twitter.dev qui recense tout ce qu'ils ont mis en open source. Donc là, je vous affiche le dépôt GitHub de ce site qui est un site web statique buildé avec Hugo, une fois n'est pas coutume. Et donc, si vous allez sur ce site, vous allez retrouver un petit peu les différents projets qui sont open sourcés par Twitter. Donc ça peut être intéressant si vous voulez aller jeter un œil là-dedans. Voilà. Ils ont mis quand même pas mal de choses en open source. Donc si vous êtes curieuse ou curieux, n'hésitez pas à aller jeter un œil là-dessus. Voilà, voilà. Donc, alors je récupère un petit peu les commentaires au passage. Alors, il y a aussi les algos de marquage d'image, voilà, d'accord. Il y en a qui sont amusés à décortiquer. Il y a du beau Is Elon ou Is Republican. Ouais, tout à fait. Il y a du Is Elon ou Is Republican, ce genre de choses. Ouais, bon, bref, il y a forcément des cas particuliers, en plus qui sont liés, je dirais, à des choses qui sont purement américano-américaines. Voilà. Salut Fabien. Donc pour être boosté, effectivement, comme dit Fabien, c'est facile, il faut être Elon Musk, et donc si on répond à la condition is Elon, paf, on est boosté et tout le monde nous voit. Ça c'est super. Bref. Sinon, je voulais vous parler d'un petit outil, et puis on va accélérer un petit peu, d'un petit outil que j'ai trouvé ce matin, qui me semble être qui peut être intéressant dans certains cas d'usage. C'est l'outil qui s'appelle Trurl. Trurl. Donc TRURL, donc qui est un outil qui est basé sur curl, que vous connaissez bien, c'est un outil dont l'idée originale est allée a émergé sur le forum de curl. Et donc, en fait, c'est un petit outil écrit en C et basé sur la libcurl qui permet de manipuler des URL et de pouvoir en extraire un certain nombre de composants. Bah, par exemple, là, vous avez plusieurs exemples. Attendez, je vais zoomer un petit peu. Tac, 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 tac. Voilà. Voilà, donc TRURL permet de pouvoir manipuler
directement des URL. On passe une URL en ligne de commande, on peut lui dire vas-y extrais-moi le pass ou extrais-moi le port ou remplace-moi le nom de domaine par un autre nom de domaine, etc. En quoi ça peut être utile? Bah, notamment lorsque vous faites du scripting shell, notamment que vous avez besoin de manipuler des URL soit en ligne de commande, soit dans un script, alors qu'il soit Shell ou Python, ce que vous voulez, etc. Ça permet d'avoir un petit outil qui permet de manipuler sans s'embêter avec des expressions régulières, des sets, des hooks ou de ce que vous voulez, de pouvoir manipuler les URL et donc de pouvoir récupérer des parties d'URL ou de modifier des parties d'URL, etc. Donc c'est un petit programme en C, il a un seul fichier C, donc facile, et un makefile, donc facile à compiler. Il vous faut juste la libcurl installée, donc la libcurl-dev pour pouvoir le compiler, donc d'installer sur votre machine. Vous compilez l'outil et vous pouvez commencer à jouer avec vos URL. Donc je trouve ça plutôt sympa. C'est le genre d'outil qui peut rendre pas mal de services, notamment quand on fait pas mal de scripting. Quand on a besoin de manipuler des URL, comme je vous dis, ça évite de s'embêter avec des expressions régulières. Voilà. Et je trouve ça plutôt intéressant comme outil. Voilà pour cette partie-là. Et puis, on va passer sur le dernier sujet que je voulais aborder avec vous. Comme je vous l'ai dit sur Twitter tout à l'heure, je voulais parler avec vous d'empaquetage Debian. C'est un sujet que j'ai déjà abordé une fois il y a quelques mois. J'avais parlé, tiens, j'ai besoin de créer rapidement un paquet Debian pour déployer tous mes outils sur ma machine. Comment je crée un méta-paquet? Donc, je vous avais montré, je crois que c'était au mois de décembre, je me souviens plus exactement. Bah, je vous ressortirai le lien qui va bien. Donc, je vous avais montré comment créer un méta-paquet Debian. Donc, un méta-paquet, c'est un paquet qui ne contient rien, qui a juste des dépendances vers d'autres paquets, ce qui vous permet de pouvoir installer en une seule ligne de commande, en un seul apt install, toutes les dépendances lorsque, par exemple, vous installez une machine de zéro. Moi, c'est comme ça que je fais sur mes machines. Dès que j'installe mon OS entre guillemets de zéro, je récupère directement euh, mon point deb que j'ai généré, je l'installe et hop, ça va tirer automatiquement toutes mes dépendances d'EDF, d'outils, tout ça, etc. Ce qui m'évite de faire apt install ou de maintenir un script shell qui va m'installer toutes mes dépendances. Et puis l'avantage, c'est que ça fait ça de façon tout à fait propre et ça utilise le système de gestion de dépendances du gestionnaire de paquets. Et ça, c'est top. Donc, MX Maxime, écoute, bienvenue, puisque c'est la première fois que tu es là. C'était quoi le nom de l'outil? Alors, le nom d'outil dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était TRURL. Trurl. Donc, TRURL. Je repartagerai tout à l'heure sur le replay, hein, de toute façon. Donc, tu vas trouver ça, Trurl, sur GitHub. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc pour installer des dépendances, ça c'est super pratique de pouvoir générer des métapaquets. Mais parfois, on a juste besoin de vouloir impacter un logiciel, par exemple un soft que vous avez écrit, et de pouvoir générer un point deb que vous voulez filer à quelqu'un, ce qui, comme ça, la personne pourra installer directement le paquet binaire sur sa machine et avoir directement le soft que vous avez développé. Donc, ça, c'est quand même pratique. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'utilisent pas ça parce qu'elles ont un peu peur de comment impacter un paquet, par exemple sous Debian, mais c'est vrai aussi sous tout ce qui est RPM. Or, c'est pas si compliqué que ça. La plupart du temps, c'est assez descriptif. Il vous suffit d'avoir votre fichier, enfin votre tarball source et de pouvoir décrire comment ce tarball va se compiler et qu'est-ce qu'il va falloir impacter. Et l'avantage des outils d'empaquetage, par exemple de Debian, c'est qu'en fait, vous avez très très peu de choses à faire pour pouvoir générer un point deb depuis votre code source et donc de pouvoir ensuite distribuer votre point deb. Et donc, je vais vous faire cette petite démonstration là tout de suite. Donc, comme dit Alex, je troll, tu roules, nous trollons. Ouais. Donc, je vais préparer mon petit terminal qui va bien. Hop, toc. Je vais faire un petit zoom. Zoom. Et je vais vous afficher l'écran à gauche. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez tout. Donc, ce que je vais faire, une fois n'est pas coutume, je vais prendre par exemple un de mes projets, donc un de mes projets qui est auto-toolisé, c'est mon émulateur d'Amstrad CPC que certains connaissent déjà bien, qui s'appelle XCPC. Donc je vais aller directement chercher sur Internet voilà, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je suis pas sur la bonne fenêtre.
Je vais aller directement chercher, allez, sur GitHub, sur mon miroir GitHub. Sachez qu'effectivement, moi, tout ce qui est sur GitHub, github.com, gitlab.com ou Bitbucket, ce sont des miroirs de mon propre GitLab CE qui est hébergé sur mon infra. Alors, je vais aller sur le GitHub, je vais aller prendre XCPC Emulator. Hop, et je vais aller sur la dernière release, qui commence à dater d'ailleurs, 2021. Il va falloir que je fasse une petite release, un de ces quatre. Mais j'y travaille, ne vous inquiétez pas. Donc, ce que je vais faire, je vais récupérer le code source, ici. Hop. Allez, ce que je vais faire, on va tout faire en ligne de commande. Je vais copier le lien. Et donc là, ce que je vais vous montrer, c'est comment créer un paquet Debian installable directement depuis les sources. Alors, allons-y. Je vais aller dans un répertoire temporaire, TMP, et on va mettre dans Experiment. Voilà. Donc là, j'ai globalement rien. Alors, je ne sais même pas pourquoi j'ai un point .git ici. Voilà. Donc, je vais aller chercher mon paquet, mon targz, zoo. Et donc là, je me retrouve avec les sources originales de XCPC en version 0.37. Donc, c'est un programme qui est auto-toolisé. Auto-toolisé, ça signifie que lorsque vous l'extrayez, on va le faire tout de suite. Voilà, tarxf, le nom de l'archive, je rentre dans le répertoire, j'ai un fichier configure qui permet de configurer le système de build, ensuite j'ai juste à faire make et make install. Donc ça, c'est le truc assez classique. Point configure, si je vous le montre, configure et make, allez, moins J8, puisque j'ai 8 cœurs là-dessus. Je vais peut-être mettre un peu moins parce qu'il y a quand même OBS qui tourne. Allez, make mon J4 et make install. Voilà, donc si je fais ça, ça va configurer mon paquet et ça va le builder. Donc ça, c'est bien quand on est en train de faire du dev. Pour quelqu'un d'utilisateur classique lambda, il n'a pas envie de faire ça, d'installer les kits de développement, etc., etc. Il veut juste récupérer un point dev. Donc ce qu'on va faire, on va débianiser ce paquet source. Et donc pour ça, il y a un certain nombre d'outils qu'il faut installer. Il faut installer un outil qui s'appelle dhmake. dhmake. Je ne l'ai pas sur ma machine. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais y arriver. Non, c'est dh_make. Voilà, dhmake. Donc dhmake, c'est un outil qui va, que vous allez exécuter dans votre arborescence de source et qui va générer tous les fichiers nécessaires, qui sont des templates pour pouvoir débianiser un code source. Donc, pour exécuter dhmake, je vais faire -help, je vous affiche l'aide en ligne de commande. Donc dhmake, il va vous demander un certain nombre de petites choses, savoir quel est ce type de paquet. Est-ce que c'est un paquet de type binaire simple? Est-ce que c'est un paquet qui est indépendant en termes d'architecture? Est-ce que c'est une librairie ou est-ce que c'est du Python? En général, quand vous ne savez pas quoi mettre, en général c'est single, c'est un paquet de type single binary. Voilà. Ensuite, ce qu'a besoin pour débianiser un paquet, on a besoin de créer une archive originale d'après l'archive, parce qu'elle doit suivre des conventions de nommage qui sont bien précises. Donc ça va être par exemple le nom du projet, underscore la version, la release, underscore l'architecture. Donc pour ça, on va dire à dhmake de créer l'archive originale, et c'est cette archive originale qui sera maintenue ensuite, dans laquelle éventuellement on pourra ajouter des patchs, et qui permettra donc éventuellement qu'on pourra soumettre à Debian ou d'autres distributions pour pouvoir avoir le paquet source recompilable et redistribuable. Mais ça c'est pas ce qui nous importe aujourd'hui. Ce qui nous importe, c'est de générer un paquet binaire. Donc je vais débianiser. Avant toute chose, il va falloir exporter deux variables d'environnement. On va faire, il y a la variable deb_email, je vais y arriver, deb_email, où là vous allez mettre votre adresse email. Voilà, vous allez devoir exporter deb full name. Là, vous mettez votre nom. Voilà. Et donc, ça, dhmake, il utilise ça pour pouvoir justement générer votre adresse email, enfin, utiliser votre adresse email et votre nom directement dans les templates qu'il va générer. Une fois qu'on a fait ça, donc on va faire dhmake. Donc, je remets l'aide. Je vais lui dire, crée-moi l'archive originale.
Je vais d'ailleurs lui donner hop, single pour dire que c'est un single binary. Ensuite, lorsque je fais ça, il me dit, voici, il nous fait un petit résumé. Voici ce qui va être créé. Donc, mainteneur name Olivier Poncet, email adresse, la date, le package. Il a détecté automatiquement le nom parce que comme vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai extrait l'archive, forcément, vu que c'est auto-toolisé, il me l'a extrait dans l'archive qui s'appelle xcpc-la version. Donc, il a trouvé automatiquement le nom du package et la version. Donc, ça c'est cool. Ah oui, je vais lui mettre aussi qu'est-ce que j'ai fait? Hop, défaut single. Qu'est-ce que j'ai fait? hmake. Je ne sais pas pourquoi il ne réagit pas au CTRL-C. Hop. Alors, il faut que je lui mette aussi le type de licence. Comme ça, il va le trouver. Où est-ce que c'est? Il me semblait qu'on pouvait lui passer le type de licence. Ah, c'est -C, -copyright. Voilà, c'est ici. -copyright. Et je vais mettre GPL 2. Voilà. Et je lui dis de générer le paquet. Allez, donc il vient de me générer un répertoire qui s'appelle Debian, dans lequel je vais avoir les fichiers qui sont nécessaires pour décrire mon paquet Debian. Si je regarde au répertoire juste au-dessus, le répertoire juste au-dessus m'a créé un tarball qui s'appelle xcpc underscore et non pas underscore 0370.org.tar.xz. Donc en fait, il a récupéré les sources originales et il en a fait un paquet source Debian au format Debian. Et ça, c'est si on veut distribuer à plus tard le paquet source, et c'est le paquet source notamment sur lequel s'appliqueront tous les patchs, etc., etc. Donc pour en revenir là, il nous suffit ensuite d'aller dans Debian. Dans Debian, là, on voit qu'il nous a créé un certain nombre de fichiers qui sont des templates. Vous voyez des fichiers notamment qui sont des fichiers .exe, qui sont donc des fichiers d'exemple. Pour l'instant, ceux-là, on ne va pas les utiliser. Donc, il y a des fichiers, par exemple, qui sont pré-inst, post-inst, pré-rm, post-rm, etc. Donc, c'est les étapes lors de l'installation d'un paquet. Est-ce que je suis avant l'installation? Est-ce que je suis après l'installation? Est-ce que je suis avant la suppression d'un paquet? Est-ce que je suis après la suppression d'un paquet? Donc, on peut mettre des scripts qui sont des hooks qui permettent d'effectuer un certain nombre de tâches particulières, notamment, par exemple, quand vous déployez un paquet qui est un service, pour pouvoir, par exemple, activer le service et le lancer, ou lorsqu'on le désinstalle pour pouvoir arrêter le service et le désinstaller. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer tous les fichiers .exe. Voilà, il me reste encore d'autres fichiers. Il y a le readme.debian et readme.source. Ceux-là, j'en ai pas besoin. C'est dans le cadre où on veut délivrer des readme particuliers. Mais pour ceux-là, ils ne sont pas nécessaires. Voilà. Qu'est-ce qui me reste là? Il me reste un xcpc docs-doc. Et bien ça, celui-là, j'en ai pas besoin non plus. On y reviendra peut-être un autre jour. Et donc maintenant, il me reste juste le strict nécessaire. Il me reste un fichier changelog, donc qui contient, comme son nom l'indique, le changelog. Donc on va aller éditer le fichier changelog. Donc le fichier changelog, comme vous le voyez, je vais agrandir un petit peu tout ça. Voilà. Le fichier de changelog, il contient donc les modifications récentes du projet et c'est un changelog au format Debian. Donc il contient le nom du projet, sa version, unreleased si ce n'est pas quelque chose qui est à réaliser et si vous le réalisez, vous mettez le nom de la distribution. Vu que souvent c'est quelque chose qui est pas fort, qui peut évoluer ou qu'on peut installer sur n'importe quel type de distribution, souvent par convention on met unstable. Ça veut dire que vous pouvez l'installer sur une seed et sur d'autres distributions. Voilà. L'urgence du paquet, c'est-à-dire est-ce que c'est un paquet super important ou pas, et ensuite en dessous vous avez le changelog. Donc là je vais mettre initial release et ensuite il y a l'auteur et la date. Paf, ça y est, mon fichier de changelog il est édité. Le fichier copyright, là je commence par les fichiers qui sont simples à modifier. Hop, je vais faire de 7 GUI font, on va agrandir.
Zoo. Alors, le fichier copyright, il est relativement simple. Ça permet de d'écrire en termes de copyright, parce que Debian est très très attentive à tout ce qui est copyright. Et donc, ça permet d'écrire sous quelle licence sont distribuées les choses et est-ce qu'il y a plusieurs licences, etc. Donc là, je vois qu'il y a l'upstream contact. Donc là, c'est moi. Je vais mettre mon nom, Olivier Poncet, avec mon adresse email, poncetto@free.fr. Voilà. Ensuite, les sources, où est-ce que je peux les trouver? Là, vous mettez l'adresse où vous pouvez trouver les sources. Là, je vais mettre juste l'adresse du site internet, icpcemulator.net. Ensuite, il y a les fichiers, et donc par défaut, vous voyez qu'il y a plusieurs sections. Il y a la section Files, donc le répertoire Debian/étoile, donc il va le distribuer sous les termes de la licence GPLv2. Là, en commentaire, je le vire. Et il y a tous les autres fichiers donc, qui vont être wildcardés par étoile. Donc là, vous voyez, c'est quand même plutôt bien fait. Ça permet de dire que certains répertoires sont sous telle licence et tel autre répertoire est sous une autre licence, par exemple. Ça, c'est plutôt intéressant, je trouve. Donc on va mettre le copyright. Hop, je vais mettre le même copyright ici, GPLv2, et je vais copier celui-là. Hop, je vais dire que ça, voilà. Et donc là, c'est pas package, là, c'est programme. Voilà, donc là je mets juste la licence GPLv2 sous laquelle est distribué mon programme. Donc là, tous les fichiers de mes sources sont sous GPLv2 et tous ceux qui sont sous Debian/étoile sont aussi sous GPLv2. Voilà, comme ça, j'ai créé mon fichier copyright, tout va bien. Je reviens juste 2 secondes, voir s'il n'y a pas des commentaires. Ah, donc il y a Thierry qui est en train de nous parler de Carmouze. Je suis désolé Thierry, je suis en train de déborder méchamment. Je ne sais pas si tu fais derrière ton live, dis-moi, je vais essayer de finir rapidement. Et donc, qu'est-ce qui nous reste? Il y a le fichier control et le fichier rules. Je vais aller directement sur le fichier rules. Le fichier rules, c'est le fichier qui permet de builder directement. En fait, c'est un makefile, globalement, qui permet de builder l'application. C'est là-dedans qu'on va avoir les règles de build, si on a des règles particulières. Par défaut, on n'a pas de règles particulières. Ça va être l'outil DH Debian Helper qui va s'occuper de tout ça. Mais si on a par exemple des paramètres particuliers à passer au script configure, il suffit de décommenter par exemple cette partie-là et de pouvoir compléter directement la ligne de commande. Voilà. Et par défaut, si ça fait configure make install, on laisse le truc par défaut, ça marche très bien. Mais vous pouvez directement modifier les règles de build de votre application, et si vous avez des règles particulières ou si vous utilisez CMake ou un autre système de build, directement modifier le fichier rules pour pouvoir le faire. Je vous mettrai donc en lien aussi le Debian Handbook qui permet de créer des paquets. Vous verrez, c'est très très bien décrit, mais pour un paquet qui est relativement standard, il n'y a pas grand chose à faire. Et il nous reste donc le fichier contrôle. Hop, je vais éditer le fichier contrôle. C'est celui qui va décrire finalement votre paquet, son nom, etc., etc. Donc, il m'a directement pré-rempli un certain nombre de champs. Par exemple, source et XCPC. La section, on va le mettre dans la section Games. Donc, dans Debian et toutes les hérités de Debian, vous avez différentes sections, Utilities, Games, etc., etc. Donc là, on va plutôt le mettre dans la section Games. On peut lui rajouter des dépendances de build. Automatiquement, là, il m'a mis autotools-dev, mais on pourrait rajouter d'autres dépendances de build. Alors ça, c'est super utile, les dépendances de build, notamment lorsque vous buildez dans un CH-root, où justement, par défaut, l'outil de Debian, vous avez un outil qui fait ça très bien, qui va installer tous les points dev nécessaires au build et de pouvoir donc builder votre paquet. Donc là, je pourrais dire, par exemple, les dépendances de build, j'ai besoin de autoconf, automake, libtools, autoconf, c'est autoconf, je ne sais plus comment il s'appelle, autoconf archive, voilà, etc. etc. Là, je pourrais mettre toutes les dépendances de build dont j'ai besoin, donc finalement tous les paquets lib quelque chose-dev dont j'ai besoin. Ça, il suffit de les compléter. Lorsque vous avez complété vos dépendances de build, le système de build il va s'assurer qu'elles sont bien présentes. Donc la home page du projet, donc https://wxcpcemulator.net. Voilà, ici on s'en fiche, c'est du commentaire. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la description. Hop. Amstrad CPC Emulator.
Voilà. Et les dépendances, donc tout à l'heure on a parlé de build depends, c'est-à-dire les dépendances qui sont nécessaires au build, et là vous pouvez mettre les dépendances qui sont nécessaires au runtime. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de variables d'environnement qui sont positionnées, $shared library depends et $miss depends. Ce qui est bien, c'est qu'avec le système de build Debian, automatiquement tous les binaires au format ELF qui vont être produits, ils vont être analysés, il va regarder de quoi il dépend, et automatiquement dans le paquet deb concerné, il va ajouter les paquets qui sont nécessaires, les paquets de dépendance qui sont nécessaires au runtime. Donc ça c'est bien parce que lorsque vous allez filer le paquet .deb généré à quelqu'un, automatiquement ça ira tirer les dépendances nécessaires. Par exemple ici GTK 3 ou ce genre de choses. Voilà. Donc automatiquement il va analyser ça. Si vous avez besoin néanmoins de rajouter des dépendances spécifiques, qui ne s'est pas détecté ou ce genre de choses, il vous suffit de rajouter, par exemple, ici, par exemple, lib GTK 3 quelque chose, par exemple. Voilà. Si jamais il ne les trouvait pas. Et si vous avez, ou si vous avez besoin de dépendances que lui ne saurait pas déterminer particulièrement, par exemple des dépendances de données ou ce genre de choses. Voilà, donc je crois qu'on a fait à peu près le tour des fichiers de description. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va remonter d'un cran et maintenant qu'on a fait dhmake, qu'on a modifié les fichiers qui sont nécessaires à la description du paquet, ben on va builder le paquet. Donc on va faire dpkg-build package. Et comme je ne veux pas signer le paquet avec ma clé GPG, parce que je ne vais pas aller pour l'instant le mettre sur un dépôt Debian, etc., ce qui normalement est nécessaire, hein, lorsque vous voulez publier sur un dépôt particulier, il faut signer votre paquet. Là, je ne vais pas le signer, je vais mettre -no-sign, ce qui va permettre de construire tout le paquet sans aller et sans générer la signature du paquet par clé GPG. Voilà. Donc là, je fais... Ah, il manque quelque chose. Ah ouais, je vais faire... Parce que là, tout à l'heure, Debian, contrôle, parce que j'ai rajouté des choses que j'aurais pas dû. Voilà. Parce que ici, j'aurais dû mettre des virgules. Autant pour moi. Voilà, autoconf, archive, voilà. Voilà. Et non, qu'est-ce qui manque encore? Ah, c'est pas possible, j'ai fait une petite erreur de saisie. Autoconf, automake, libtool. Et là, ça doit le faire. Alors non, qu'est-ce qui manque? Libtools, j'ai mis. Voilà. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va faire exactement ce qu'on fera à la main. Il va vérifier que tout est OK. Il va regarder si les dépendances, comme vous l'avez vu, les dépendances de build sont installées. Ensuite, il va faire le configure, le make installe, mais le make installe dans un répertoire à part, c'est-à-dire il ne va pas l'installer sur votre système. Ensuite, il va générer le paquet .deb. Et normalement, si tout se passe bien, à la fin de cette opération, on va obtenir dans le répertoire qui est juste au-dessus, un joli paquet XCPC underscore 0370 underscore 1 underscore AMD64.deb que je pourrais distribuer, que je pourrais installer sur la machine. Donc là, je vais juste vous demander quelques petites secondes, le temps que ça compile tranquillou. Je pense que même ça va commencer peut-être, que là, il doit utiliser tous les cœurs. Automatiquement, il essaye d'utiliser tous les cœurs sur la machine. Donc peut-être que ça doit peut-être hacher un petit peu. Je ne sais pas si le son doit hacher ou si c'est un peu saccadé. Voilà. Donc Thierry, il démarre, je raconte mes bêtises inutiles. Ouais, bah, dès que j'ai fini, là on termine dans 2 minutes, on va pouvoir après décrocher chez l'ami Thierry. Je suis désolé, j'ai débordé aujourd'hui. Désolé pour lui. Donc on a presque fini, le paquet est en train de se compiler tranquillement. Alors, ça y est, il est en train de compiler l'émulateur de Z80, c'est le plus gros fichier, qui doit faire je ne sais plus combien, 14 000 lignes peut-être, mais c'est du code généré, donc pas d'inquiétude. Allez, le voici, il termine. Là, il est en train justement de générer le paquet Debian, il strip les binaires automatiquement, il détecte les dépendances de runtime, et voilà. Et là, on est allé directement au bout du processus de compilation. Et donc, si je fais cd point, on voit qu'ici, il m'a généré un certain nombre de fichiers. Un fichier qui s'appelle ici xcpc 037.0-1.debian.tar.iz. Donc si je regarde tar-tvf ce fichier, vous allez voir qu'en fait, ça contient juste le répertoire Debian qu'on a généré juste avant. Donc ce qui est bien, c'est que lorsque vous voulez partir sur une nouvelle version, empaqueter une nouvelle version, vous avez juste besoin de récupérer ce tarball,
le dépacter dans la nouvelle version et de reprocéder à ce que vous avez fait, moyennant peut-être les modifications du fichier contrôle, copyright ou etc. Et vous pouvez régénérer un nouveau fichier. Donc le XCPC 0370 auric.tar.xz, c'est le fichier qui contient les sources qui ont servi à compiler le .deb, donc qui sont parties du tarball original. Et donc on obtient effectivement un fichier XCPC 0370-1 AMD64.deb que je m'empresse d'ouvrir tout de suite. Et là, si vous voyez, hop, j'agrandis. Je me retrouve donc avec mon paquet qui s'appelle Amstrad XCPC Emulator. Et si je regarde son contenu, je suis désolé, c'est peut-être un petit peu petit pour ceux qui sont sur smartphone. Je vais retrouver mon fichier contrôle que j'ai écrit tout à l'heure. Un fichier MD5 donc qui va contenir toute la somme MD5 de tout ce qui est distribué par ce paquet. Et ensuite, tous les fichiers qui sont déployés, donc le fichier binaire XCPC, le fichier desktop, les images, etc., etc. Et donc, si je fais installer ce paquet, automatiquement, je vais l'installer sur mon système, et XCPC sera installé dans USR bin classiquement, et vous pourrez faire un apt, donc apt install, apt remove, etc., etc. Donc ça devient votre paquet que vous pouvez filer à quelqu'un d'autre et qui peut l'installer directement sur sa machine. D'ailleurs, ce paquet, je le distribuerai, je le ferai builder par mon système de build, mon GitLab, dans une sandbox Debian 11. Comme ça, je pourrai le distribuer. Vous pourrez l'installer directement sur vos machines Ubuntu, Mint, Debian ou dérivés, etc. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même relativement simple. L'avantage de ça, c'est qu'en plus ça s'automatise très bien. Vous pouvez très bien facilement l'automatiser dans un GitLab ou dans un GitHub. Donc c'est que du script, hein, vous voyez, c'est des choses qui sont très faciles à faire. Et donc dans votre CI/CD, vous pouvez générer assez facilement votre fichier .deb. Donc là, c'est de la MD64, mais on peut faire exactement la même chose sur par exemple un Raspberry Pi et pouvoir générer le .deb qui serait en ARM, ARM Hardfloat par exemple, et donc d'avoir le .deb qu'on peut distribuer sur une architecture ARM ou même RISC-V, etc. Voilà. Voilà pour cette partie. Je voulais juste vous présenter ça parce que je trouve que c'est intéressant de pouvoir montrer que tout n'a pas vocation ou nécessité d'être publié ou déployé avec du Docker, par exemple, et que utiliser les systèmes d'empaquetage de votre distribution, c'est pas si compliqué, c'est très simple. En plus, c'est très intégré à la distribution, ça évite de se faire des nœuds au cerveau. Et donc voilà. Donc je vous partagerai tout ça, tous les liens nécessaires, encore une fois sur le replay. Et puis là, on va terminer tranquillement. On va les basculer chez l'ami Thierry parce que j'ai largement dépassé le temps et donc il doit être en train de raconter des bêtises comme d'habitude. Donc on va faire un raid chez lui. Donc je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui. Je vous fais des bisous à toutes et à tous. Je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Je vous tiendrai au courant. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Je vais faire le petit raid qui va bien. Titi Mobi. Hop. Voilà. C'est parti. Donc le raid, on part dans quelques secondes chez Titi. Je vous souhaite une très bonne semaine. À la semaine prochaine, si tout va bien. Et puis d'ici là, bye bye. Geekez bien. Ciao.